90 minutes business, l'invité. Et vous le savez, on vous fait vivre le Bourget toute la semaine dans cette émission. Ce midi, on retrouve depuis le salon Jean-Baptiste Huette avec Emmanuel Kiva, le délégué général pour l'armement. Bonjour Emmanuel Kiva. Bonjour. Vous êtes le délégué général en charge de l'armement. Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Avec plaisir. Une question que vous connaissez par cœur pour commencer. Le chef de l'État, vous l'avez dit même il y a quelques mois, nous sommes en guerre, ce qui implique que la France doit passer en économie de guerre. Est-ce que c'est un vœu pieux, cette économie de guerre? Je m'explique. Vous le savez mieux personne, mais on a beaucoup d'industriels qui nous disent oui, bien sûr, on veut augmenter les cadences, oui, on veut produire moins cher, mais ça va nous demander des investissements lourds. Je pense par exemple au patron de Nexter qui nous dit mais moi je veux bien, mais vous savez, je suis aussi un artisan. Comment vous conciliez cette économie de guerre avec le réalisme de terrain, si j'ose dire? Alors, je vais commencer par vous contrôler un petit peu. M'en voudrez pas, on n'est pas en guerre. L'économie de guerre, c'est être en mesure de réagir si jamais on doit aller sur une opération de haute intensité, si on doit monopoliser rapidement des chaînes de production et augmenter le rythme, puisque le chef de l'État l'a rappelé hier, l'économie de guerre, c'est la soutenabilité, les coûts et le rythme. Pour le coup, je pense que nos industriels en ont bien pris la mesure. Et vous parliez de Nexter, qui s'appelle plus Nexter d'ailleurs, je vais vous faire une confidence, s'appelle KNDS depuis quelques jours. Et le Nexter est rentré en économie de guerre. Le rythme de production des canons César, qui sont désormais bien connus nos concitoyens, est passé, a doublé finalement, est passé de 4 à 8. Avec des délais de production qui sont réduits de 30 mois à 17 mois. Donc c'est une réalité de l'économie de guerre, c'est pas un vœu pieux. Prenez l'exemple des radars Grandmaster de Thales. On en produisait 12 par an, on va en produire 24 par an. Même chose sur les Mistral, justement, MBDA, on va passer à doubler la production de Mistral en passant à 40 par an. Donc ça marche. Évidemment, ça demande des investissements de la part de nos entreprises. C'est ce que disent les industriels. Hein. Ça tombe bien parce qu'on ça nous coûte cher, ça leur apporte beaucoup aussi. Et notamment, on leur fournit un magnifique business plan. Ça s'appelle la loi de programmation militaire. Et cette loi de programmation militaire, ce sont des commandes, c'est de la visibilité, c'est la certitude que nous allons commander des nouveaux équipements. Et finalement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, permet à nos industriels de pleinement s'ancrer dans cette réalité de l'économie de guerre. On a certains patrons, notamment MBDA, qui nous disent mais nous on veut bien augmenter les cadences, on veut bien passer de 500 à 1000, pas de problème, mais il nous faut des commandes plus massives aussi de la part de l'État. Mais on les fait, on fait les commandes plus massives, on est en train de le faire, et on demande aux industriels, de prendre des risques, et de diminuer les coûts. Parce que plus on commande, plus il est normal que le prix diminue. Et donc nous sommes en négociation avec l'ensemble de ces industriels. Je ne suis pas très inquiet. Je sais qu'on va y arriver parce que nous tirons tous, si vous me passez l'expression, dans le même sens. Est-ce que votre idée au sein de la Direction générale de l'armement, c'est progressivement de passer à des industries militaires qui soient beaucoup plus agiles, à l'image de ce qu'on peut voir par exemple dans le New Space, qui soient plus performantes, plus rapides, plus agiles sur beaucoup de plans? Je pense que ce qu'on appelle, nous, la BITD, on aime bien les acronymes, la base industrielle et technologique de défense, c'est effectivement 13 grands maîtres d'œuvre, 13 grands donneurs d'ordre, mais c'est aussi 4000, 4500 PME derrière qui ont cette agilité nativement. Et il faut qu'on s'organise tous ensemble pour être capable de mettre en place cette flexibilité, cette agilité. Nous sommes en train d'y travailler. Ça ne marchera que si l'industrie se transforme, mais qu'également la DGA se transforme, et c'est d'ailleurs le projet qu'on porte. Une BITD européenne, c'est un vœu que porte notamment Thierry Breton. L'Europe de la défense, on le sait depuis de nombreuses années, ça va servir. On a vu avec le SCAF que ça pouvait parfois être compliqué, que finalement on pouvait aussi finir par s'entendre. Là d'ailleurs, on a un nouveau pays qui arrive en tant qu'observateur, qui est la Belgique. Ne nourrissez-vous pas quand même quelques inquiétudes quand on sait les difficultés, le temps qu'il a fallu pour que la France, pour que l'Allemagne, pour que les différents industriels se mettent d'accord entre eux pour convenablement répartir la charge de travail? C'est pas parce que quelque chose est compliqué que ça va pas marcher. Et effectivement, c'est complexe de faire travailler plusieurs pays qui ont différentes industries nationales, différentes priorités. La priorité de la France, elle est tirée par ses besoins opérationnels, par les besoins opérationnels, le format des armées. Ça n'est pas forcément les mêmes logiciels, si j'ose dire, que dans d'autres pays. Donc c'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué qu'on n'y arrive pas. Donc c'est pas une inquiétude qu'on a, c'est une attention constante au fait de pouvoir faire marcher cette BITD européenne, cette coopération à l'échelle européenne dans le monde de la défense.
défense, et le président de la République l'a rappelé hier lors de la conférence qui s'est tenue à l'inauguration du Bourget. Il y a une vraie réalité, une vraie nécessité de mettre en place cette BITD européenne. De quel œil vous voyez là cette nouvelle bisbille, le mot n'est pas forcément bien choisi, mais entre la France et entre l'Allemagne? On a la France d'un côté qui a rassemblé quelques pays autour d'elle, qui a fait une annonce hier notamment pour des commandes de missiles chez MBDA, de missiles Mistral. Et puis parallèlement, on a l'Allemagne qui part dans la création d'un dôme de fer en quelque sorte avec les Israéliens, avec les États-Unis. Le chef de l'État l'a rappelé. La taille de l'Europe, c'est pas la taille d'Israël protégée par l'Iron Dome, qui est un excellent système. Mais vous imaginez combien d'Iron Dome on devrait déployer en Europe pour avoir une protection de l'ensemble du territoire. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec l'Allemagne, qui avait lancé son European Sky Shield Initiative. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut grouper des commandes, comment est-ce qu'on peut aussi faire en sorte que les instruments d'acquisition européens servent à acheter européens. Et donc c'est tout le sens de la volonté du chef de l'État, qu'il a réaffirmé hier, et qui nous permet aujourd'hui d'être relativement optimistes dans le fait de pouvoir constituer cette base industrielle technologique de défense européenne autour de problématiques qui sont des problématiques complexes. On ne va pas se le cacher. Il y a des adhérences à tout ce qui est dissuasion nucléaire. Il y a le fait de pouvoir occuper toutes les couches de défense qui sont nécessaires dans la protection, notamment la protection balistique. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nous sommes en train de discuter avec l'ensemble des ministres de la Défense qui étaient hier rassemblés à l'initiative du chef de l'État et avec qui nous discutons de ces programmes. Un petit mot sur le spatial, qui est devenu évidemment une composante fondamentale, souveraine. La période est un petit peu délicate. On a bientôt la dernière Ariane 5 qui doit décoller. Il semblerait qu'Ariane 6 doive décoller plutôt début 2024. On a aussi parallèlement de nombreuses expériences de mini-lanceurs qui sont sur le point d'éclore. On a l'espagnol PLD, on a évidemment l'ISA Aerospace en Allemagne. Comment vous regardez un petit peu ce qui se passe dans tout cet écosystème spatial européen? Est-ce qu'il vous satisfait? C'est évidemment une question de souveraineté. Nous ne sommes rien sans nos satellites. Absolument. La question de l'action dans l'espace, de l'action vers l'espace, de l'action depuis l'espace et de l'accès à l'espace sont des questions de souveraineté. J'étais moi-même à Kourou la semaine dernière. J'ai pu constater d'abord qu'Ariane 6 est une réalité puisque je l'ai vu sur le pas de tir. Effectivement, Ariane 5 a été retardé dans la mesure où bien finalement la fiabilité du lanceur n'admet aucune approximation et donc moi je préfère que quelque chose ne parte pas compte tenu des enjeux plutôt qu'il parte mal et j'ai toute confiance dans les équipes d'Ariane Group, d'Ariane Espace, de l'ESA, du CNES pour arriver à faire en sorte que Ariane 5 fasse son dernier vol et qu'Ariane 6 décolle avec tous les enjeux qui y sont liés. Effectivement, on regarde l'espace d'un point de vue global, on le regarde du point de vue des moyens patrimoniaux que nous continuons à développer. Et je rappelle que un lanceur lourd, c'est un lanceur qui va être capable de projeter une capacité à 36 000 km. C'est pas le New Space. Le New Space, il est entre 500 et 700 km. Il est utile aussi. Il offre une capacité de revisite accrue. Même si les données sont finalement moins qualitatives, moins performantes, on a une capacité d'aller plus vite, plus souvent sur les zones qui sont importantes du point de vue militaire. Et donc, charge à nous d'imaginer de nouveaux business models avec les industriels du New Space, les industriels de l'espace, j'allais dire legacy, en tout cas les grands spécialistes que nous avons la chance d'avoir en France dans le domaine spatial pour pouvoir arriver à avoir une approche un petit peu innovante et adaptée aux enjeux aujourd'hui de l'espace. Un dernier petit mot sur l'espace avant de terminer par l'intelligence artificielle. C'est Florence Parly, lorsqu'elle était ministre des Armées, qui disait elle-même, mais stop, nous ne voulons pas d'un espace Far West avec des entreprises privées qui lancent leurs fusées au mépris des autorisations des États. Je l'avais dit exactement ça. Et elle évoquait même à l'époque, que sais-je, une loi, un traité qui pouvait permettre de contrôler, en tout cas d'avoir un regard sur est-ce qu'on a avancé de ce côté-là ou est-ce que ça reste encore très compliqué? Alors effectivement, je m'en souviens très bien puisque c'était un des jours les plus chauds d'ailleurs de, si je me trompe pas, 2019, où nous étions à Lyon-Montverdun. Elle avait dit l'espace ne doit pas venir un nouveau Far West. Alors effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une certaine compétition au niveau spatial, qui d'ailleurs attire notre attention sur le fait qu'il y a cette problématique d'ailleurs de l'encombrement des orbites et des débris. On ne doit pas et on ne peut pas faire n'importe quoi. À la DGA, je ne m'occupe pas
de la partie législative, de la partie traitée, de la partie politique finalement de cette politique spatiale. Simplement, tout ce qu'on fait nous aujourd'hui nous permet de garantir que l'espace ne devienne pas un espace totalement incontrôlé, notamment du point de vue de l'armement, du point de vue des débris. Mais c'est vrai qu'il y a une compétition et vous savez qu'on a lancé un certain nombre de programmes qui sont des programmes assez novateurs. J'en citerai un, Yoda. Yoda, c'est quoi? Ce sont des nanosatellites en orbite géostationnaire capables de fournir une capacité de veille et de protection. Ce sont des gardes du corps finalement de nos satellites géostationnaires. Un dernier mot, monsieur Kiva, sur l'intelligence artificielle qu'on met, j'allais dire, à toutes les sauces. Tout est intelligence artificielle aujourd'hui, mais comment vous, à la tête de la DGA, vous regardez l'arrivée de ces futures intelligences artificielles, même si elles n'existent peut-être pas encore. Et puis, première question. Et deuxièmement, ChatGPT, quel œil vous regardez? Comment vous voyez toutes ces entreprises qui semblent s'approprier de ChatGPT dans leur processus X ou Y? Y a-t-il un danger ou au contraire est-ce une opportunité? Comment vous regardez tout ça? Alors dans toute opportunité, il y a un danger. Donc je vais commencer par votre deuxième question. ChatGPT, effectivement, c'est une opportunité. C'est une illustration extrêmement impressionnante des capacités de ce qu'on appelle l'IA générative, avec ensuite toute la difficulté qu'il y a à faire bien les différences entre quelque chose qui serait généré par un humain et quelque chose généré par une intelligence artificielle. Mais vous savez, c'est toujours la course entre le glaive et la cuirasse, c'est-à-dire le fait de développer des techniques qui pourraient faire penser que quelque chose est rédigé par un humain et des techniques capables de détecter que ça n'est pas le cas. Donc ChatGPT, nous avons un certain nombre d'initiatives aujourd'hui visant à évaluer le cas échéant la menace dans le cadre par exemple de ce qu'on pourrait appeler la guerre cognitive, qui est la guerre de la désinformation, parce que le problème c'est que quand vous entendez quelque chose, quand vous le lisez, quand vous le voyez, vous le croyez. Et donc du coup, c'est effectivement ce que nous on appelle la guerre hybride, c'est-à-dire un moyen de pouvoir influencer les opinions et les perceptions. Sur l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il n'y a aucun doute. L'intelligence artificielle va coloniser l'ensemble des compartiments de nos sociétés et notamment du monde de la défense. Nos systèmes d'armes vont devenir intelligents avec les différentes lignes rouges que nous fixons, et je pense que la plus importante qui avait été soulignée par le comité d'éthique de la défense, parce que je rappelle que la France est l'un des seuls pays à avoir un comité d'éthique de la défense, c'est ce qu'on appelle la permanence de la responsabilité du commandement. Autrement dit, on ne donnera pas la capacité à une machine de créer elle-même sa mission ou de modifier la mission qu'un humain lui aura confiée. Voilà à peu près ce que je peux vous dire aujourd'hui, mais vous savez, l'intelligence artificielle, ça va être comme la prose de Monsieur Jourdain. Tout le monde va en faire sans le savoir, parce que ça devient finalement une technologie qui sera au cœur de l'ensemble de nos systèmes. Merci Emmanuel Kiva, merci beaucoup. Avec plaisir. Emmanuel Kiva, le délégué général de l'armement qui était avec nous sur BFM Business. Merci Jean-Baptiste Huette, merci aussi à Olivier Mélan qui a réalisé cette interview depuis Le Bourget.